Bonsoir à toutes et à tous. Toute l'équipe des Forums France-Inde vous remercie de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de nos tables rondes en ligne. Une table ronde totalement d'actualité puisque la Kumbh Mela ne se termine que dans quelques jours. Et vous aurez d'ailleurs le plaisir d'avoir des nouvelles d'Inde en direct puisque deux de nos invités sont encore sur place. Nous rappelons pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois que les Forums France-Inde sont un espace francophone d'échange au service des cultures indiennes et françaises. Vous retrouverez sur le site lesforumsfranceinde.fr de nombreux articles de fond relatifs à la société indienne et la vie sur place, écrits par les meilleurs experts. Vous aurez aussi l'enregistrement de nos tables rondes en vidéo et en podcast. Régulièrement, les Forums France-Inde éditent une newsletter, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Le principe de cet espace, c'est témoigner autrement de la réalité indienne et cette soirée va en être une belle illustration. Pour cette table ronde, nous aurons environ 1 heure d'échange avec nos invités ici avec nous et puis ensuite un temps de questions en direct sur le chat que nous relayerons auprès des experts ici présents. Je suis Éléonore Gratton et je vais animer cette table ronde avec Mélanie Riche. Toutes les deux, nous vous enseignons le yoga et Éléonore, tu es également formatrice au sein de l'Institut français du yoga. On a suivi un cursus en culture et spiritualité d'Asie au sein de l'Institut catholique de Paris. C'est donc notre curiosité pour le monde indien qui nous lie et qui nous amène à animer cette rencontre. Ce soir, nos intervenants, Isée Tardan-Masquelier, historienne des religions, et en ce moment en Inde, Raphaël Voix, ethnologue, Combastin, journaliste. Merci à tous les deux de vous rendre présents à cette heure un peu tardive pour vous. On aura l'occasion de revenir sur vos parcours, vos présentations tout à l'heure. La Kumbh Mela, le sujet pour ce soir, le plus grand rassemblement religieux du monde, regards croisés, dévotion, société, politique. C'est donc ces 3 volets que nous allons traiter avec nos invités. Mais avant de démarrer, Combastin et Raphaël Voix, nous aimerions savoir, vous, en tant qu'individu, comment est-ce que vous avez vécu cet événement? Raphaël, je te laisse commencer. Donc j'en reviens à peine, j'y étais dimanche, et c'était effectivement un événement particulièrement intense. J'avais déjà vécu beaucoup de regroupements d'hindous autour de différents types de fêtes, également de regroupements d'ascètes, mais évidemment là ce qui frappe, c'est l'ampleur, l'amplitude de cette réunion, de ce rassemblement. Alors moi, au risque de passer un peu pour un rabat-joie, et c'est une opinion vraiment très personnelle en tant qu'athée et en tant que journaliste, donc qui venait à la fois par curiosité, mais aussi dans le cadre de mon travail, j'étais un peu déçu par rapport aux vidéos ou à ce que j'avais pu entendre sur la Kumbh Mela, où on voit ces foules en délire, ces sadhus déguisés de façon absolument délirante, cette ambiance complètement exubérante. Voilà, une fois sur place, j'ai trouvé que finalement, oui, il y avait beaucoup de monde, mais que c'était peut-être un peu plus calme, un peu plus plat que ce que je m'étais figuré de ce rassemblement, le tout enveloppé voilà, dans le brouillard, la grisaille hivernale du nord de l'Inde, étalée sur des kilomètres. Et effectivement, c'est impressionnant, mais c'était peut-être un peu moins délirant et un peu moins mystique que ce que je m'étais imaginé. Voilà, encore une fois, c'est très personnel en tant que personne voilà, qui n'est pas dans la foi ou la spiritualité hindoue. Je vous remercie, ça va faire la transition parce que nous allons voir un autre témoignage par une vidéo du père Yann Vagneux, donc qui lui est véritablement dans la foi et le religieux. Donc le père Yann Vagneux est aux missions étrangères hein, de Paris et il vit là-bas depuis 10 ans. C'est un rare hindou qui est membre aussi du conclave de l'hindouisme et il crée vraiment des liens entre catholicisme et hindouisme par-delà le chaos des démons, des dieux et au-delà des conflits des pauvres et des riches. On va pouvoir l'écouter.
c'est très difficile d'en parler. Parce que tant qu'on n'a pas fait l'expérience de la Kumbh Mela, on peut lire des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites. On peut voir des photos, on peut aller sur YouTube. À chaque Kumbh Mela, il y a des films qui sont produits, qui ont eu beaucoup de succès. Mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on est dans l'indicible parce que on a ici tout ce que l'Inde peut produire de plus déroutant. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que la première expérience qui dépasse tout mot de la Kumbh Mela, c'est la foule. Je suis sorti la nuit de la pleine silencieuse pour m'approcher du Gange. Je n'ai eu qu'à suivre la foule comme c'était des rivières, des rivières humaines et qui se dirigeaient vers la confluence, vers ce qu'on appelle le Sangam, la confluence du Gange et de la Yamuna. Et ça, c'est d'une puissance que seule l'Inde a le secret, je dirais même que seul l'hindouisme peut créer. Et une foule qui est principalement composée, euh, donc évidemment d'hindous, mais principalement composée de personnes qui viennent des campagnes. C'est-à-dire des gens très très simples. Les gens riches qui viennent de Bangalore, qui vivent à Bangalore, qui vivent à Bombay ne viendront pas à la Kumbh Mela. Ou ils viendront comme des VIP. Ça a été peut-être le versant politique. On en reparlera parce que c'était un grand reproche fait à ce gouvernement actuel de n'organiser les choses que pour les VIP. Mais les gens riches ne viennent a priori pas à la Kumbh Mela. C'est la foi des simples. C'est la puissance de l'hindouisme manifestée la foi des simples. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres. Ils ont un petit sac, ils ont une couverture parce qu'il fait froid. On est encore dans l'hiver là. Euh, Ils n'ont rien, mais il y a une telle foi, il y a une telle de venir, la puissance de cette foi de dire, de venir se plonger dans le Gange. Puis, évidemment, on a tous ces moines, les sadhus, les sannyasis, de toutes les lignées, de toutes les akaras, comme on dit ici, de tous les linéages shivaïtes ou vishnuites qui se donnent rendez-vous. Et donc, voilà, les moines se retrouvent, les grands gourous viennent, et chacun a un grand campement, et chacun donne son darshan, c'est-à-dire que les fidèles peuvent approcher de ces grands moines, de ces grands chefs spirituels. Il y a des enseignements qui sont donnés, c'est aussi un grand cours de catéchisme, alors que l'hindouisme n'a pas de catéchisme, comme la religion catholique, par exemple, pourrait en a. Et les gens vivent dans pas grand-chose, et beaucoup de personnes, en fait, viennent passer un mois et vivent dans cette condition c'est quelque chose de remarquable. Voilà ce que je peux dire comme observateur extérieur et puis en même temps comme participant parce que, comme je disais au début, la joie de mon peuple est ma joie. Et ce peuple qui est hindou, je suis chrétien, mais j'appartiens à ce peuple. Et donc, leur joie est ma joie. Et c'est ça, c'est un grand, grand moment, en fait. C'est un grand moment. Merci au Père Yann. Si vous voulez l'entendre dans l'intégralité, son témoignage est sur le site. Nous allons véritablement rentrer là dans le sujet avec vous, Isée. Vous êtes historienne des religions, spécialiste de l'hindouisme, directrice de projet à l'École française de yoga et vous avez créé le diplôme universitaire Pensée et spiritualité d'Asie à l'ISTR. On ne va pas compter le nombre de livres que vous avez écrits, mais on peut déjà citer le livre des sagesses que vous avez écrit avec Frédéric Lenoir, magnifique encyclopédie du yoga que vous avez dirigée et qui est chez Albin Michel, Un milliard d'hindous, voilà. Beaucoup d'autres livres sont possibles à lire pour vous. Qu'est-ce que nous avons besoin de rentrer avec vous par rapport à l'idée de la mythologie et de l'histoire et que représente ce pèlerinage pour les hindous? Quelle est son histoire? Voilà, nous avons besoin de votre éclairage pour rentrer. Bon. Peut-être que je commencerai par son nom à ce pèlerinage, qui est un nom tout à fait étrange pour qui n'est pas très au courant des conceptions hindoues du monde ou de la mythologie, puisque Kumbh Mela, ça veut dire Mela, c'est la fête, c'est la foire, le pèlerinage, etc. Et Kumbha, c'est la cruche ou le pot. Donc littéralement la fête de la cruche ou la fête du pot. Alors, pour comprendre un peu, je crois il faut revenir à un mythe qui est très ancien, enfin oui, très ancien dans la culture indienne,
qui a été associé, bon, on en parlera peut-être plus tard au cours de notre rencontre, qui a été associé plus tardivement à ce pèlerinage tel qu'il est organisé aujourd'hui, mais en tout cas, le mythe est ancien. Et ce mythe est important parce qu'il touche à la création du monde ou à la recréation du monde, puisque dans l'hindouisme, on a un temps cyclique, donc les mondes naissent, s'épanouissent, disparaissent, puis naissent à nouveau. Alors, avant que naisse un nouveau monde, il n'y a rien autre que une sorte de soupe primordiale, comme disent les physiciens, qui ici est représentée dans le mythe par un océan de lait. Et de cet océan de lait, en l'agitant, en le remuant, le mythe dit en le barattant, les dieux et leurs adversaires, les antidieux, on les appelle les asuras, doivent faire surgir des réalités diverses et variées. Donc, pourquoi on dit qu'il baratte cet océan? Parce que l'image qui est derrière, c'est une image très simple de la vie paysanne indienne ancienne, qui est le barattage du lait, au cours duquel, peu à peu, des grumeaux se forment, qui sont les grumeaux du beurre. Eh bien, les dieux et les antidieux font la même chose. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire, parce que comme tous les mythes indiens, il y a des épisodes multiples, mais l'une des dernières réalités qu'ils font naître par ce barattage rythmique, c'est le médecin des dieux qui s'appelle Dhanvantari, et ce petit bonhomme qui apparaît avec dans les mains un pot qui est rempli du nectar d'immortalité Amrita. Alors, naturellement, tout le monde, enfin, c'est-à-dire les dieux, les antidieux, se jettent sur la cruche parce qu'elle va être la garantie qu'ils seront immortels. Et s'ensuit une bagarre. Et dans la bagarre, le pot, le pot se renverse un peu et il tombe 4 gouttes de ce nectar d'immortalité sur 4 lieux de la terre qui plus tard seront les 4 villes où doit se dérouler la Kumbh Mela. Les 4 villes, c'est Hardwar sur le Gange, Prayag, qui était anciennement Allahabad, au confluent du Gange, de la Yamuna et d'une troisième rivière dont l'hindouisme ancien a toujours dit qu'elle existait, mais sous terre, la Sarasvati. Donc en fait, Prayag est au confluent de 3 rivières. On a Ujjain, qui est au bord de la rivière Shipra, et on a Nashik, qui est au bord de la Godavari. Alors ces rivières, toutes les rivières en Inde sont sacrées, mais ces rivières sont particulièrement sacrées parce qu'on on imagine qu'une trace de l'Amrita qui est tombée demeure en elle et que donc s'immerger dans ces rivières, c'est participer enfin, c'est espérer obtenir des bienfaits de cette trace de l'Amrita. Voilà, donc ça, c'est le mythe. Bon, il y a de nombreuses versions, mais voilà, le mythe. Et après, comment ce mythe justifie ou s'est cristallisé sur une certaine fête parmi toutes les fêtes qui peuvent exister, les pèlerinages qui peuvent exister en Inde. Raphaël, tu disais que tu avais assisté, participé à de nombreux pèlerinages. Oui, ça s'est fait progressivement. Plus tardivement, c'est-à-dire sous l'Empire moghol et puis sous la colonisation britannique. Apparemment, c'est en 1868, c'est un document d'origine britannique d'ailleurs, qui dit que des brahmanes de Prayag auraient associé fermement ce mythe à des bains sacrés
et des fêtes autour des bains à Prayag, et pour donner à ces fêtes une amplitude plus grande en les mettant en rapport avec un mythe qui est un mythe de fondation et de refondation du monde. Voilà. J'ajoute que la bagarre entre les dieux et les antidieux, dans le mythe, elle dure 12 jours et 12 nuits. Et ces 12 fois 24 heures divines, elles correspondent à, si on les traduit dans l'univers humain, à 12 ans. Donc, la Kumbh Mela doit avoir lieu tous les 12 ans, ou plus exactement, avoir lieu tous les 3 ans dans une des 4 villes. Ça tourne. Alors, ça s'est pas toujours passé comme ça, et même aujourd'hui, parce que on a ajouté des demi-Kumbh Mela, c'est-à-dire qu'il y a des villes dans lesquelles c'est pas tous les, enfin, il y a un rythme dans lequel c'est pas tous les 12 ans, c'est tous les 6 ans, donc ça vient s'insérer entre deux. Et puis, au contraire, il y a des grandes Kumbh Mela. Et c'est le cas de celle de 2025, de cette-ci. Maha, ça veut dire grand, Maha Kumbh Mela. Alors, ces Kumbh Mela-là, pourquoi elles sont grandes? Parce qu'elles ont lieu tous les 144 ans. 144, c'est 12 fois 12, alors c'est des chiffres, c'est un compute un peu sacré. Voilà. Et les dates précises, le calendrier précis, il est organisé selon l'astrologie traditionnelle qui a une grande place en Inde, qui est un art sacré. Donc, en fonction des positions des planètes, des constellations par rapport à l'organisation du ciel dans l'hindouisme classique. Voilà, alors ça c'est assez compliqué, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je crois que c'est important de retenir qu'il y a un lien entre la fête et puis le cosmos, qui l'élargit en quelque sorte. Et le mythe dit bien ça aussi. Raphaël, vous qui avez été à la Kumbh Mela, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que Isée raconte? Euh, peut- alors, pas parce que j'y étais, mais juste peut-être en complément, effectivement, historique. On a une trace de ce type de rassemblement, mais effectivement, comme le dit très bien, ils n'est pas associé encore au mythe. Au 7e siècle, je crois, hein, la plus ancienne trace qu'on a par un pèlerin qui vient de Chinois. Chine. Voilà, je crois que c'est la plus ancienne. Et puis après, on a des traces quand même très anciennes au 18e, notamment, par exemple, avec des descriptions assez précises de ces des grands rassemblements. Voilà ce qu'on peut juste dire un petit peu sur l'aspect historique du rassemblement, indépendamment là du mythe. Vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais Oui, juste, oui, allez-y, allez-y. Je voulais juste rajouter une petite parenthèse, c'est que les 400 millions de pèlerins qui viennent à la Kumbh Mela, ils ne sont pas forcément tous au courant du mythe et de ses Mm. détails et de l'histoire de la fête. Mais les gens qui vont à Lourdes ne sont pas des experts en théologie chrétienne. Mais je veux dire que derrière tout ce qui se passe à la Kumbh Mela, il y a quand même ce monde de signification et de symboles anciens. Voilà, et ça, je pense que ça participe grandement du sacré qui est présent dans cette fête. Comme Bastin, est-ce que vous avez ressenti cette part du mythe à la Kumbh Mela? Ah, oui, complètement. Et c'est pas le sujet sur lequel je suis le plus expert et il l'a très bien expliqué. Peut-être, voilà, sur la signification en termes d'hindouisme, ce que je pourrais dire, moi, c'est que au-delà de la croyance, voilà, des discours herméneutiques, astrologiques, qui donnent évidemment l'impulsion de ce rendez-vous, il m'a semblé, on y vient aussi tout simplement pour ressentir un sentiment communautaire. C'est-à-dire que voilà, c'est le rendez-vous le plus important des 100 dernières années, même des 144 dernières années d'un point de vue religieux. C'est aussi ce qui est raconté aux Indiens et aux Hindous par le gouvernement et les médias depuis des mois. Et moi, j'ai croisé des pèlerins peut-être un peu plus éduqués que les pèlerins
simples et pauvres dont on parlait, mais ils existent aussi qui ne viennent pas tellement parce qu'ils croient réellement que le pouvoir magique des eaux du Gange va les délivrer du cycle de la vie et de la mort, etc. Mais ils viennent parce que ils ont envie de pouvoir dire, j'y étais. J'étais là pour cette Mahakumbh Mela, peut-être dans 10 ans ou même dans 30 ans à leurs petits-enfants. J'ai vécu ce moment qui était un moment incontournable de l'hindouisme. Et avec cette idée qui est très présente en Inde, que l'hindouisme, c'est pas seulement un système religieux et un système de croyance, mais c'est aussi une culture, une communauté, peut-être même un peuple, on pourrait dire, depuis qu'on est rentré dans l'Inde de Narendra Modi, un peuple avec ses traditions, ses coutumes, ses rituels et ses rendez-vous incontournables. Et évidemment, pour les hindous, cette Mahakumbh Mela, c'est un rendez-vous incontournable. Merci. Je vous propose qu'on passe justement au deuxième volet pour en savoir plus sur ce que vivent les hindous qui se rendent à la Kumbh Mela. Et je vous présente Raphaël Voix. Raphaël, vous êtes ethnologue, vous êtes chargé de recherche au CNRS, membre du Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes. Vos recherches s'intéressent aux dynamiques liées aux pratiques religieuses et aux identités sociales dans le contexte indien. Vous rentrez tout juste de la Kumbh Mela. Ce que j'aimerais vous demander aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ce rassemblement veut dire pour les Indiens et qu'est-ce que ça dit de la société indienne? Alors, comme ça a été souligné, c'est effectivement un événement très important pour les hindous, davantage que les Indiens dans leur totalité. Les hindous représentent néanmoins la très vaste majorité de l'Inde, puisqu'ils représentent, je crois, environ 80%, 83-4% par là. Il y a différentes formes d'appartenance à l'hindouisme. On est hindou de naissance, mais ensuite les manières d'être hindou peuvent différer. Et là, ce qui est important dans la Kumbh Mela, je pense, c'est que c'est un événement qui va rassembler, et en ça, il a quelque chose d'unique, l'ensemble des ordres monastiques de hindous. Ces ordres monastiques, hein, on les appelle les akaras, et ils sont à 13, 14. Ils rassemblent des ascètes qui ont fait un vœu de chasteté et de renoncement, et ils sont organisés avec une hiérarchie particulière au sein dans leur groupe, avec une théologie particulière. Et chacun de ces groupes ainsi diffère dans à la fois ses pensées, sa théologie, sa philosophie, mais également ses pratiques et également l'ensemble des rituels qui vont suivre au quotidien. Pour autant, ces groupes vont tous se rassembler dans ces grands moments qui sont les Kumbh Mela. Et alors, pourquoi ils se rassemblent? Eh bien, bien sûr, il y a cette importance cruciale, centrale du bain rituel. Eux-mêmes sont centraux dans ce bain, puisque ça a beaucoup été montré dans les images, ce sont les premiers à pouvoir se baigner lors notamment des grands bains, c'est-à-dire les bains les plus auspicieux qui ont lieu à des moments particuliers, qui sont la pleine lune ou au contraire la lune nouvelle ou alors d'autres moments importants, solstice d'hiver par exemple, etc. Mais ils sont là aussi, et pendant ce temps, ils vont d'abord s'adonner à un ensemble de pratiques religieuses avec des vœux particuliers. Ils restent souvent un mois sur place, mais ils vont également s'organiser politiquement, au sens de l'organisation du pouvoir en interne dans chacun des groupes. Et donc, c'est des moments où, par exemple, on va élire le chef de l'ACARA, on va élire le secrétaire qui va représenter l'ACARA dans différentes instances, que ce soit judiciaire ou politique ou autre. On va également procéder à des nouvelles initiations. Donc, c'est un moment crucial où ces gens qui habituellement, ces ascètes sont des itinérants, donc se rendent dans différents lieux de l'Inde, eh bien, ils savent qu'à ce moment-là, ils se retrouvent tous, ils sont rassemblés par
communauté, par organisation euh, sectaire, et là, ils procèdent à l'ensemble de leur politique, disons, interne qui est très importante. Mais par ailleurs, donc ça c'est un type, si vous voulez, d'appartenance à l'hindouisme. Par ailleurs, il y a une autre forme d'appartenance qui sont ceux qu'on appelle, disons, les laïcs, et qui sont des gens qui, eux, n'ont pas fait vœu de renoncement, sont donc mariés, se marient, ont des enfants, ont une vie sociale active, de travail. Eh bien, ces gens-là se rendent également à la Kumbh Mela, soit parce que d'une part, ce sont des disciples des premiers, c'est-à-dire qu'ils viennent justement pour retrouver des maîtres auprès desquels ils ont pu recevoir l'initiation, ou ils ont pu recevoir un enseignement qui les a inspirés. Et donc, ils savent qu'à ce moment-là particulier de l'année, ils vont pouvoir retrouver ces maîtres. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'aujourd'hui, il est assez facile de contacter en général ces maîtres. Beaucoup d'entre eux, ces renonçants, ont des téléphones portables. Quelques-uns sont même sur les réseaux sociaux, etc. Mais si on regarde dans un temps évidemment plus ancien, c'était très difficile de pouvoir retrouver son maître qui était un itinérant. Et donc la Kumbh Mela permettait ça. Donc on pouvait retrouver du coup son maître et puis aller suivre un certain nombre de ses enseignements, partager du temps avec lui ou elle, puisqu'il y a aussi des ascètes féminines. Donc ça, c'est un autre type qui sont les laïcs qui sont, disons, initiés au sein de ces de mouvements qu'on appelle sectaires, qui sont en fait, disons, des traditions monastiques qui accueillent en leur sein également des disciples laïcs. Et puis, il y a également des hindous qui viennent, mais là, pas du tout pour voir des gourous, qui sont pas spécialement initiés, qui ne cherchent pas à suivre un enseignement particulier, mais qui viennent exclusivement pour ce bain rituel. Alors, ces derniers, eh bien, ils viennent souvent plutôt en famille, hein, toujours en groupe en tout cas, avec quelquefois des voisins, quelquefois des villages entiers. Enfin, ça dépend. Il y a différents types de manières de venir en groupe. Et là, ils viennent pour le bain et quelquefois, ils restent exclusivement pour ce bain. C'est assez extraordinaire de voir des gens qui vont traverser toute l'Inde, prendre des jours de voyage en bus, puis en train, puis ensuite à pied, parce qu'on marche également beaucoup, et qui vont finalement juste faire ce bain et repartir directement pour repartir au village et tout ça. Donc voilà, là, on a à peu près, disons, trois types, disons, de formes d'appartenance à l'hindouisme, de gens qui viennent se rendre à la Kumbh Mela, donc pour des raisons toutes un petit peu différentes, mais qui sont toutes finalement unies par par ce bain rituel. Voilà. Et ça, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que ce bain rituel, qui est un bain auspicieux, qui va apporter un certain nombre de bienfaits dans cette vie ou dans la vie, dans une vie future, etc. Eh bien, qu'on soit ascète, qu'on soit laïque, qu'on soit laïque initié ou pas, eh bien, en fait, on se retrouve dans ce même geste rituel qui est ce bain, qui est un bain collectif. Est-ce que ces deux groupes, les laïcs et les ascètes et les hindous, est-ce qu'il y a des interactions entre eux ou est-ce que c'est juste le moment du bain où tout le monde est ensemble? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils échangent? Alors oui, évidemment, s'il y a des interactions extrêmement importantes, c'est même une partie une autre des raisons d'être de ces ascètes, c'est d'être là pour pouvoir transmettre un enseignement, non seulement aux autres disciples ascètes, mais également aux disciples laïcs. Alors, de manière très concrète, comment ça se passe? Ou bien dans certaines organisations, disons, traditionnelles, les grands akharas, eh bien, ils sont organisés dans des campements de tentes. Dans chacune de ces tentes, va y avoir quelques ascètes qui vont être présents et puis les laïcs viennent et puis passent de tente en tente s'ils sont ou bien pour chercher le gourou qu'ils veulent trouver auprès duquel ils ont déjà été initiés, ou bien simplement par curiosité et puis ils vont s'asseoir auprès de ces ascètes, passer un petit peu de temps en buvant un thé, quelquefois en fumant un shilom, hein, vous savez, qui est une manière de fumer le cannabis qui a un rôle très important dans de nombreuses formes d'ascétisme hindou. Et ils vont échanger sur des choses qui peuvent être tout à fait mondaines, hein, voilà, se donner des nouvelles, mais également sur un enseignement spirituel. Donc il y a des échanges effectivement très importants et qui sont au fond individuels. Disons que ça se passe en petits groupes. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est des moments à la Kumbh Mela où il y a des échanges qui sont beaucoup plus importants et puis davantage, disons, unidirectionnels, hein, avec l'arrivée de méga gourous, de gourous qui ont un charisme qui s'inscrit pas nécessairement dans une longue lignée initiatique comme ces organisations monastiques et qui, eux, vont prêcher
avec des installations particulières qui vont leur permettre de manière régulière, pendant 3 semaines, par exemple, à telle heure de la journée, donner un prêche sur un type particulier de texte afin de diffuser, disons, comme le disait tout à l'heure le père Vagneux, une forme de catéchisme hindou, même si évidemment il n'y a pas de catéchisme, puisqu'il n'y a pas de texte unique qui rassemblerait l'ensemble des hindous. Donc oui, ces interactions-là sont très importantes, mais elles sont de différents ordres, je dirais. Et pour certains, il y a une interaction qui est directe, individuelle, et pour d'autres, c'est une interaction qui est plutôt unidirectionnelle, on écoute simplement. Le regard est important, évidemment, dans toutes ces interactions. Il faut quand même voir ces personnes, hein. Il faut les voir en vrai. Il y a un échange par le regard qui est toujours central, évidemment, dans l'hindouisme. Est-ce que entre ces différentes sectes, ces différents gourous, vous avez pu observer des tensions ou des hiérarchies spécifiques? Alors, il y en a, évidemment, elles sont bien connues. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs, ces tensions ont donné lieu à des violences meurtrières extrêmement détaillées, hein. Je crois que même au XVIIIe siècle, par exemple, il y a des mélats dans lesquels des ascètes, des groupes d'ascètes se sont se, euh, battus jusqu'à faire près de 20 000 morts, hein. Et donc, ce qui fait que d'ailleurs, les Anglais ont dû interdire une bande d'ascètes particuliers de présence à la Mela. Donc ça, c'est bien connu qu'il y avait des tensions. Alors ces tensions, ces violences entre ascètes, elles provenaient d'une part d'une bataille pour la prééminence du bain rituel, parce que le premier qui va se baigner dans l'eau, le premier groupe qui va se baigner dans l'eau, eh bien c'est le groupe qui va par cela afficher, disons, son statut le plus élevé. Donc il y avait des batailles sur ce plan-là, mais il y avait aussi des batailles parce que dans tous ces groupes ont en leur sein des sections qui sont composées de nagas, ces fameux ascètes qu'on voit beaucoup en photo parce qu'ils sont la plupart du temps nus avec de la cendre sur eux. Ils sont également armés de sabres, de lances, etc. Et puis ils courent comme ça dans le bain royal. Ce sont les premiers à se baigner. Eh bien, ces gens-là, que chaque organisation monastique, dont chaque organisation monastique dispose, étaient chargés en fait aussi de protéger certains royaumes hindous, de protéger certaines routes commerciales. Donc il y avait également tout cet aspect politique à l'époque. Voilà. Alors c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de violence entre ascètes, de violence collective comme ça entre ascètes, parce qu'en fait l'ordre du bain rituel a été établi. Donc maintenant ça ne bouge plus, ça a été établi il y a 70 ans à peu près. Et puis par ailleurs parce que ces ascètes ne jouent plus ce même rôle évidemment de protection comme ça de mercenaires en fond. Voilà. Et vous parliez tout à Mm. l'heure de méga gourous. Ces méga gourous, ils sont apparus à peu près à quelle époque? Alors ça, c'est un phénomène beaucoup plus récent, hein. C'est un phénomène moderne qui va d'une part avec le phénomène, je dirais, de l'urbanisation, c'est-à-dire que le fait de ces grandes villes, on sort de son village, on se retrouve dans les grandes villes, on n'a plus forcément le groupe d'affinité habituel et on cherche un enseignement religieux. Et puis d'autre part, le développement de certaines technologies qui permettent un enseignement à distance, hein, que ce soit par la télévision, que ce soit par Internet, que ce soit par les réseaux sociaux, etc., qui vont permettre à des gourous de s'adresser à un grand nombre d'individus en une seule fois, quoi. Et on voit apparaître ça à partir des années 60-70. Donc, ce sont des gourous qui se distinguent dans des organisations monastiques traditionnelles parce qu'ils véhiculent un charisme unique. Ils sont gourous parce que c'est eux et non pas parce qu'ils sont disciples de quelqu'un d'autre. Voilà. Et ça, ce qui est intéressant dans la Kumbh Mela, en tout cas, moi, ce qui m'a frappé cette année, c'est de voir à quel point ces gourous-là, qui sont pas inscrits donc, dans l'ordre traditionnel des ordres monastiques, eh bien, tiennent une place aussi importante au sein de cette mêlée. Alors, c'est des gens qui ont beaucoup de moyens financiers aussi, donc ils vont pouvoir louer des espaces importants, qui vont pouvoir diffuser leur message avec différents systèmes audio, acoustiques, etc. Ils tiennent une place assez centrale. Hmm. Pas centrale, mais importante, hein. La place centrale reste quand même à ces organisations monastiques traditionnelles. Ça vient donner une autre couleur sur tout ce qui est, oui, gourou ou maître au sein de la société. Et comme Bastien, je voulais vous poser comme question, parce que vous vivez dans le sud de l'Inde, et vous connaissez très bien, enfin, vous côtoyez quotidiennement la société indienne. Et dans le sud de l'Inde, comment est perçue ou vécue la Kumbh Mela, qui est donc plus dans le nord de l'Inde, comme on a vu tout à l'heure?
Oui, Euh, alors, Ah non, pardon, c'était à vous, com, vous- pardon. Ouais, Enfin, on va faire ping-pong. pardon. Oui, j'avais pas compris. ouais, ouais. Ah, vous sautez un peu sur ma conclusion, mais j'allais y venir justement. Alors, moi, je pense que la Kumbh Mela est un miroir très intéressant de la société indienne. D'abord, évidemment, sur le fait que c'est une société, ça reste, ou peut-être même ça le devient encore plus, une société très pieuse et très superstitieuse. Voilà, beaucoup viennent ici, on parlait de Lourdes, avec de réels souhaits, comme le mariage d'une fille ou d'un fils, ou la réussite d'un examen, la santé pour la famille, etc. Le fait que ce soit parfois un enfer pour les plus pauvres de rejoindre le site, le fait que l'eau du Gange soit la plus polluée du monde, tout cela ne pèse absolument pas face à l'intensité de la croyance dans le pouvoir des eaux et de ce moment. Alors, on en pense ce qu'on en veut, mais le fait est là, que c'est vraiment d'abord un moment qui montre une société extrêmement pieuse. Il faut voir aussi, quand on y est, toutes les affiches commerciales partout le long des routes de la Kumbh Mela pour différents moines, gourous, astrologues, sectes qui ont tous énormément d'adeptes et qui prétendent tous être dotés voilà, de divers pouvoirs, les entrées grandiloquentes, très colorées, très kitsch de toutes les congrégations religieuses qui se font quelque part aussi un peu une compétition visuelle au milieu de la Kumbh Mela. Donc, on est vraiment dans une approche qui est très rituelle, qui est très liée au miracle, au saint, au sauveur, au gourou, à la magie, au paranormal, plutôt que, on va dire, dans un mysticisme qui serait plus abstrait, philosophique ou poétique. Voilà, on est vraiment dans la piété. C'est aussi un miroir de l'Inde. Voilà, c'est aussi un miroir des inégalités de l'Inde. Je lisais aujourd'hui, selon The Telegraph, rien que sur 10 jours en février, dans le seul état de l'Uttar Pradesh, 49 personnes qui sont mortes sur les routes en tentant de rejoindre la Kumbh Mela. Ce week-end, encore plus de 20 personnes qui sont mortes en tentant de s'entasser dans des trains, dans la gare de New Delhi. Voilà, le comptage est impossible, mais voilà, on a ça. Et puis d'un autre côté, une petite fraction, une toute petite fraction, c'est vrai, des visiteurs qui peuvent venir en avion, qui peuvent séjourner dans des tentes chauffées, avec des douches, avec de l'eau chaude et qui postent leur aventure sur Instagram. Donc, voilà, ce n'est pas une critique, c'est simplement une observation que c'est un festival à deux vitesses. Maintenant, pour venir sur votre question sur le sud de l'Inde, c'est vraiment une question intéressante. Je pense que effectivement, la Kumbh Mela est un miroir de la société indienne. Il ne faudrait pas non plus le prendre comme un miroir absolu. D'abord, c'est un miroir de la société hindoue, évidemment, c'est plus de 80% des Indiens, mais ce ne sont pas tous les Indiens. Et ensuite, même au sein de la société hindoue, moi, ce qui m'a semblé, c'est que je n'ai pas pu parler à tout le monde, par définition, vu le nombre de personnes qu'il y a dans ce festival, mais tous les gens à qui j'ai parlé, et j'ai quand même parlé avec beaucoup de gens, viennent essentiellement d'abord de l'Uttar Pradesh, qui est cet État géant de 240 millions d'habitants où se déroule la Kumbh Mela, énormément voilà, de l'État du Bihar, du Madhya Pradesh, du Gujarat. Donc c'est une certaine Inde, évidemment hindoue, mais c'est aussi une Inde du Nord, une Inde qui parle l'hindi, qu'on parle plutôt dans le nord, l'Inde des plaines ganglitiques, donc de toute la plaine du Gange, qui commence dans l'état de l'Uttarakhand et qui se termine au Bengale. Une Inde voilà, plutôt pauvre, plutôt pieuse, et qu'il s'agisse des pèlerins, mais aussi il m'a semblé, en tant qu'habitant d'Inde du Sud, des figures, des symboles religieux. Il me semble que l'Inde du Sud, qui a vraiment sa population propre, son esthétique religieuse propre, ses traditions religieuses propres, ses propres dieux, qui parfois d'ailleurs sont en contradiction avec les dieux de l'Inde du Nord. Dans l'Inde du Nord, on vénère Ram, dans le Tamil Nadu, on vénère son grand ennemi qui est considéré comme un démon dans l'Inde du Nord. Donc voilà, là on est dans un hindouisme qui est l'hindouisme de l'Inde du Nord, clairement. Et ça n'empêche pas, évidemment, qu'il y a plein de gens d'Inde du Sud qui sont venus à la Kumbh Mela, c'est pas noir ou blanc, mais quand même dans l'esthétique, dans la façon de représenter l'hindouisme, dans même
tous les gourous et les saints qui sont présents, on est beaucoup plus dans l'Inde du Nord, l'Inde qui parle hindi et l'Inde voilà, ce qu'on appelle des plaines indo-gangetiques. Donc, voilà, pour conclure, c'est un miroir de la société indienne. En même temps, ce n'est pas la société indienne, toute la société indienne qui vient à la Kumbh Mela, évidemment. Oui, merci, merci. Raphaël, vous vouliez préciser quelque chose quand j'ai posé la question avant qu'on passe au troisième volet plus politique, mais qui a déjà un petit peu été amorcé. Vous vouliez préciser? Oui, mais je pense que comme a très bien répondu à ça, et effectivement, c'est important de bien savoir que la Kumbh Mela n'épuise pas toutes les formes d'appartenance à l'hindouisme. Il y a beaucoup d'hindous très pieux qui, pour différentes raisons, ne se rendraient jamais à la Kumbh Mela. D'une part, parce que pendant très longtemps, la Kumbh Mela, comme c'est un immense rassemblement, ça a été associé aussi à des maladies. Le choléra, etc. Et donc pendant très longtemps, en fait, les gens y sont beaucoup moins allés. Voilà, donc c'est que de manière relativement récente qu'il y a un regain très important. Et d'autre part, parce qu'il y a beaucoup de formes d'appartenance à l'hindouisme ou de pensée hindoue qui n'accordent pas de valeur particulière à ce type de pèlerinage. Et ça, c'est important de bien le savoir, même parmi les ascètes. Moi, je connais beaucoup d'ascètes. Et alors, il y a le sud de l'Inde, mais il y a aussi l'Inde, le Bengale, l'Orissa, etc., qui sont aussi des régions non indiphones, qui ne se rendraient jamais à la Kumbh Mela et qui sont pourtant des organisations monastiques, etc. Voilà, c'est juste un petit complément. Isée, vous voudriez ajouter quelque chose sur ce... Sur ce sujet précisément, non, mais moi, ce qui me frappe, c'est que la Kumbh Mela, elle évolue avec son temps et que, par exemple, Raphaël, quand tu parlais de ces gourous, qui sont, on dit quelquefois des gourous planétaires, oui, parce qu'ils ont des disciples, enfin, je ne sais pas s'ils sont vraiment des disciples, en tout cas des followers partout dans le monde. Ça, ou bien quand Combe parle de l'importance du rituel et de la place du magique aussi, du magico-religieux dans la société. Euh, bon, ça concerne pas seulement la Kumbh Mela, ça concerne pas seulement l'Inde. C'est-à-dire, on retrouve ici des caractéristiques qui se retrouvent en Afrique, qui se retrouvent d'une certaine manière chez les grands prédicateurs évangéliques américains. Hein, il y a une dimension contemporaine de la religion, alors qu'on croyait que les religions allaient disparaître du monde moderne, pas du tout. Elles sont des acteurs réinterprétés, mais elles sont des acteurs majeurs. Et je crois que la Kumbh-Mela, elle est aussi le miroir de ça. En vous écoutant tous les deux, je ressens ça assez fort, oui. Tout à fait d'accord. Et juste avant qu'on passe à la politique, si je peux rebondir sur ce que dit Issé, peut-être ça ne concerne pas directement la société indienne, mais il y a aussi des Occidentaux qui se rendent à la Kumbh Mela, peut-être qu'il faut en parler. Moi j'ai séjourné par exemple au sein du camp d'une gourou qui s'appelle Saïma, alors qui est inscrite dans la tradition hindoue, mais qui est en fait une Française. Et qui avait nommé, je ne connais pas les détails de comment ça se passe ici, pourrait nous en donner plus, mais qui avait nommé en tout cas certains de ses adeptes, qui sont tous, la plupart sont occidentaux, comme grands moines de l'hindouisme, et son camp était à 90% rempli d'occidentaux qui, je pense, effectivement, c'est un reflet pas seulement de l'Inde, mais aussi de notre époque, trouvent quelque chose que moi je ne saurais pas définir, mais trouve quelque chose dans justement cette intensité de la foi et de la croyance que peut-être seule l'Inde peut produire, en tout cas seule l'Inde peut produire de façon aussi poétique et aussi particulière aujourd'hui. Mhm. Il y a un contact avec quelque chose de sacré, c'est une sorte de méga Mm. expérience. Et c'est très contemporain, ça, je trouve. Ouais. Merci. Comme Bastien, pour nos auditeurs, je vous présente à nouveau rapidement. Vous êtes donc journaliste français, vous vivez sur place et vous êtes, comment dire, vous faites l'écho dans beaucoup de médias internationaux et en France.
Voilà, nous avons des extraits de vos articles qui apparaissent à l'écran. Avant de rentrer avec vous plus dans le vif de ce troisième visage de la Kumbh Mela, je voudrais juste vous présenter Christophe Jaffrelot, qui vient souvent, euh, qui intervient souvent hein, dans les forums France-Inde. Donc Christophe Jaffrelot est politologue français spécialiste de l'Inde. Et je vais faire une petite synthèse vraiment très rapide et ça ouvrira sur ce visage. Et pour Christophe Jaffrelot, le Premier ministre indien utilise largement la religion hindoue comme un outil majeur de sa stratégie politique et comme fondement de l'idéologie ethno-nationaliste qu'il développe. Hein. Le mot est posé. Et être hindou devient donc un élément central de la société citoyenneté indienne au détriment des autres minorités musulmanes ou chrétiennes, ce qui va du coup contribuer à une polarisation de la société indienne. Et la frontière n'existe plus trop, on a l'impression, hein, entre politique et religion, même l'État qui est dit séculariste. Donc Narendra Modi s'était déjà d'ailleurs présenté comme un grand prêtre avec tous les attributs, peut-être d'un méga gourou justement, et symbole religieux de la fonction lors de l'inauguration du temple de Ram à Ayodhya en janvier 24. Et il souhaite vraiment se positionner hein, comme le gardien de la foi hindoue. Donc voilà, ça c'était pour ouvrir aussi sur ce volet politique par la synthèse de Christophe Jaffrelot. Mais vous, comme Bastien qui êtes avec nous, voilà, même si les Kumbh Mela ont toujours été plus ou moins un sujet à récupération, voilà, comment celle-ci se fait cet écho-là, de cette nouvelle ère politique de récupération? Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dans la synthèse de Christophe Jaffrelot. Moi, ce qui m'a le plus frappé, je pense que pour moi, c'est vraiment l'incarnation. Depuis qu'il a été élu, Narendra Modi se base sur un concept qui est la nouvelle Inde, parce qu'il faut savoir voilà, qu'il a été élu après un règne quasiment sans partage du parti du Congrès, donc le parti de Gandhi un peu plus laïque après l'indépendance. Et depuis qu'il est élu, il vante une nouvelle Inde. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle Inde? Il me semble que dans la Kumbh Mela, on en trouve vraiment un exemple assez frappant. C'est-à-dire que la nouvelle Inde de Narendra Modi, elle trouve ses racines à la fois dans une projection vers le passé et dans une projection vers le futur, même si ce passé et ce futur sont tous deux des constructions un peu politiques et mythologiques dans une large mesure. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, à travers la Kumbh Mela, vraiment, on se réfère à une Inde qui est d'abord un festival qui est immémorial. Voilà, on répète qu'on ne sait plus quand est-ce qu'a commencé la première Kumbh Mela, que c'est un festival hors d'âge, qu'il est attendu depuis 144 ans. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune génération même qui aurait pu vivre la première Kumbh Mela, enfin la précédente et celle-ci. Donc, il y a voilà, toute une attente qui est créée autour de quelque chose un peu vraiment qui vient de la nuit des temps et qui est éternel. Et tout ça, ça fait référence à une Inde qui est ce qu'on appelle safran, évidemment, c'est-à-dire une Inde hindoue, une Inde d'avant l'arrivée des musulmans, des minorités musulmanes ou des occidentaux, etc. Et une Inde où les récits mythologiques, les grands textes comme le Mahabharata se confondent aujourd'hui un peu avec l'histoire du peuple et de la nation dans une sorte de sagesse et de connaissance éternelle. Donc il y a cette plongée vers le passé dans la Nouvelle-Inde et en même temps vraiment cette idée, après tout c'est un leader politique, il faut qu'il offre des débouchés à son peuple et donc cette idée qu'on va faire aussi, qu'on va projeter cette Inde dans le futur. Et moi, ce qui m'a semblé vraiment, là, dans la communication qu'il y a eu autour de la Kumbh Mela, c'est vraiment cette idée qu'on veut rompre avec l'image des rassemblements hindous trop sales, mal organisés. Raphaël, je crois que vous parliez des maladies auxquelles on associait la Kumbh Mela, les débordements mortels, les bousculades de la foule, et cette idée de montrer que oui, on est dans cette Inde éternelle dont l'intensité de la foi avec laquelle aucun pays peut rivaliser, mais en même temps, on va vous livrer la Kumbh Mela, la Maha Kumbh Mela, la plus grande des Kumbh Mela, avec la logistique la plus moderne du monde. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un accent énorme qui a été mis sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, sur le déploiement
de drones aériens et sous-marins pour contrôler la foule. Le gouvernement a lancé de nombreuses applications sur son téléphone pour pouvoir se guider à travers le dédale. Bon, elle ne marchait pas vraiment, mais finalement, ça importe assez peu de savoir si les résultats sont au rendez-vous ou non. Je pense que ce qui importe, c'est qu'à travers cette Kumbh Mela, on puisse véhiculer cette image d'une Inde, je dirais vraiment techno-spirituelle, vraiment ancrée dans son passé et qui se projette dans le futur comme ça. Et de ce point de vue-là, il m'a semblé que c'était assez, voilà, assez évident que la Kumbh Mela illustrait ce concept de la Nouvelle-Inde. Bon, j'aurais d'autres choses à dire sur le plan politique, mais peut-être je laisse l'occasion à Issé ou Raphaël d'intervenir aussi s'ils veulent dire quelque chose sur ce Oui, plan-là. oui, oui, merci. Si vous avez ajouté quelque chose, et puis on aura l'occasion, comme de surtout, oui, oui, de répondre à vos questions. Moi, je veux bien ajouter quelque chose, effectivement, en complément, simplement pour dire que peut-être ce phénomène de la politisation, ou de l'utilisation politique du Kumbh Mela est ancien. Je crois que c'est Gandhi, le premier, qui a cherché à mobiliser les gens au travers de du Kumbh Mela, pardon, pour la non-coopération à l'époque. Ensuite, le Congrès au pouvoir a également, à très nombreuses reprises, utilisé le Kumbh Mela pour diffuser une forme de propagande. Néanmoins, ce qui diffère et qui est crucial, je pense, c'est que d'une part, le BJP, le parti nationaliste hindou qui est actuellement au pouvoir, a réussi à surfer, disons, sur ce phénomène au-delà du Kumbh Mela. C'est-à-dire que cette ferveur-là, elle dépasse le moment du Kumbh Mela. Et par exemple, ce qui était frappant, comme je ne sais pas si vous avez vu ça aussi, mais les pèlerins qui venaient au Kumbh Mela, ils venaient pas seulement au Kumbh Mela, ils en profitaient précisément pour aller voir Ayodhya, qui est pas très très loin, qui est ce temple qui est le symbole phare de la victoire du nationalisme hindou sur l'Inde contemporaine, puisque c'est un temple qui a été érigé et inauguré l'année dernière sur les décombres d'une mosquée qui a été détruite en 1992 et qui a marqué disons, le, Virage. le virage, voilà, merci. C'est effectivement le virage très fort nationaliste hindou. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre chose qui, je pense, est important et qui diffère par rapport aux stratégies du Congrès de l'époque, c'est qu'il y a eu une politisation en interne des hindous. Donc là, je ne parle plus de la politisation, de la politique interne dont je parlais tout à l'heure, c'est l'organisation des A40. Mais on sait très bien que le RSS, qui est le mouvement des volontaires de la nation, qui est l'organe en fait clé du nationalisme hindou, qui est en fait un mouvement paramilitaire qui se trouve dans l'ensemble des villes et villages hindous, qui a quadrillé l'ensemble de la nation, eh bien on sait très bien que des membres du RSS ont intégré les ordres monastiques et notamment les Nagas. Et ils l'ont intégré physiquement, ils sont devenus Naga, mais ils ont également permis aux ascètes d'intégrer ce discours nationaliste. Et aujourd'hui, ce qui frappe, c'est par exemple que ces Nagas, ces ascètes armés, ces anciens mercenaires, je l'ai expliqué tout à l'heure, qui étaient là surtout pour garder des routes commerciales, et protéger des royaumes, etc. Eh bien, aujourd'hui, la victoire idéologique du BJP, c'est de dire que, et c'est un peu plus ancien quand même, mais c'est de dire que s'ils existent, c'est parce que c'est eux qui étaient chargés de protéger l'hindouisme contre l'entrée des musulmans en Inde, etc. Et ça, c'est le discours qui domine aujourd'hui. Donc, il y a une politisation très, très forte, effectivement, des Akharas aujourd'hui et qui a été montrée par différents collègues. Voilà. Et puis, je dirais que, évidemment, j'en ai beaucoup parlé dans mes reportages, mais l'aspect de campagne de communication politique qui est utilisé lors de ce festival, il est fait de façon assez fin, puisque vraiment, sur place, je n'ai vu aucun symbole du BJP ou d'autres partis politiques. Je pense que c'est sans doute interdit, mais en tout cas, j'en ai vu vraiment aucun. Et donc, je dirais qu'elle passe par deux choses. Un, c'est par contre la photo du Premier ministre qui est omniprésente, mais pas en tant que leader du BJP, mais en tant que Premier ministre qui vous offre cet événement, en tant que maître de cérémonie de cette Kumbh Mela, de la même façon qu'il s'est posé en maître de cérémonie
de l'inauguration du temple d'Ayodhya dont vous parliez, Raphaël. Et donc, c'est pas directement en tant qu'acteur politique, mais en tant que Premier ministre qu'il se montre. Et du coup, quelque part, on ne peut pas dire grand-chose contre. Et puis, on voit aussi énormément de photos de Yogi Adityanath, qui est donc le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, donc cet État géant de 240 millions d'habitants où tout cela se déroule et qui est vraiment vu aujourd'hui comme un des successeurs possibles ou probables de Narendra Modi, dont c'est probablement le dernier mandat qui s'est ouvert en juin dernier. Donc une campagne politique qui est faite comme ça de façon assez fine et qui passe aussi, comme vous l'avez dit, par le fait qu'il n'y a plus besoin de mettre le logo du BJP ou d'un parti politique pour faire de la politique avec l'hindouisme. Par exemple, le fait qu'il y ait partout des drapeaux dédié au temple d'Ayodhya qui a été inauguré voilà, euh, en janvier dernier sur les ruines d'une mosquée, sur les ruines aussi d'un pogrom contre les musulmans. Le fait que ces drapeaux soient omniprésents dans un festival, ce n'est pas directement une campagne pour un parti politique, mais c'est de la politique. L'occasion est trop belle quand même. Voilà, oui, oui. Avec 400 millions de C'est le personnes. jeu, hein, comme on va dire, c'est le jeu. Et effectivement, n'importe quel gouvernement en Inde se serait servi de ce genre d'événement géant pour faire de la politique. Mais il y a quand même une spécificité dans la façon de s'en servir qu'ont les nationalistes hindous. Bien sûr, bien sûr. S'il y a le temps de rebondir une seconde. Allez-y, Raphaël. En complément, parce que je voulais rebondir sur l'idée, je trouve très belle la formule de l'Inde techno-spirituelle. Ce que j'ai aimé, c'est que vous disiez, bah, c'est le discours qui a gagné. Et effectivement, parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que contrairement au discours, où on dit que c'était extrêmement bien organisé, c'est pas du tout l'impression que j'ai eue, alors que j'ai eu des expériences justement de rassemblement comme ça, beaucoup mieux organisées. Et ça, Ah ça m'a oui, frappé. ok. Ah oui, oui. Et ça m'a. Alors Moi, évidemment, c'était là, ma c'est première. Alors. notre ampleur, évidemment. Et du coup, ça m'a vraiment particulièrement frappé. Pourtant, les gens disaient, mais oui, mais pour les standards indiens, c'est bien. Alors qu'en fait, beaucoup de gens se trouvaient sans aucune indication, des ponts fermés, on ne savait pas par où aller. Ils se retrouvaient à devoir faire des 12 kilomètres à pied, alors qu'il y a des gens qui étaient limite invalides, etc., pour pouvoir retrouver l'endroit d'où ils venaient. Enfin, c'était extrêmement. Voilà. Donc, ça, le discours, je pense, là-dessus, a particulièrement gagné, effectivement. Et Et effectivement, et je pareil, pense que de la même manière qu'on parle de 400 millions, ce qui est un chiffre, je pense, alors je sais pas, j'ai c'est pas fait d'études, mais qui me aberrant. paraît C'est délirant parce que aberrant. ça voudrait dire il y a une personne sur cinq ou sur quatre qui y était, et il suffit de parler autour de soi pour vite s'apercevoir que c'est pas le cas. Ah non, c'est plus que ça. Et là, voilà, j'essaie de finir vite, mais on parlait du sud de l'Inde. Évidemment qu'il y a des gens du sud de l'Inde qui y sont allés, mais moi, voilà, et avec tous mes amis, j'ai demandé, il y a quand même très, 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 très peu de gens, il y en a quelques-uns, mais très peu de gens du sud de l'Inde qui y sont allés. Aujourd'hui, le gouvernement parle plus de 400 millions, mais il parle de 500 millions il y a quelques jours, donc probablement qu'ils vont nous dire 600 millions à la fin du festival. C'est proprement délirant. Il y a 1,4 milliard d'habitants en Inde. Si on enlève les chrétiens et musulmans, on est autour de 1,1 milliard. Donc 600 millions, ça voudrait dire que plus de 50% des hindous, nourrissons et grand-mères comprises, se sont rendus à la Kumbh Mela. On ne saura jamais quels sont les vrais chiffres qui ont soi-disant été comptés avec l'intelligence artificielle, ce qui est une boîte noire qui veut dire ne pose pas de questions sur comment ça a été compté. À mon avis, on est à 10 fois moins. Je n'en sais rien, je n'ai pas d'idée. Mais effectivement, la communication autour de ce chiffre, que ça doit être la plus grande, ça doit être la Kumbh Mela où il y aura le plus de personnes de l'histoire, était aussi importante que de savoir si vraiment il y avait ce nombre de personnes et comment ça s'était passé pour eux. Il y a la polémique, c'est savoir ce chiffre, c'est le nombre de pèlerins ou le nombre de gens ayant fait un bain rituel. Or, comme il y a des gens qui restent plusieurs jours, ils font plusieurs fois le bain Ouais, rituel, ouais. etc. C'est une grosse polémique Mais sur ce même chiffre, avec ça, effectivement. Je moi, crois que ça même avec ça ça, me ça me semble paraît. délirant. Mais... Absolument. Je vous propose, l'heure tourne et je profite pour rappeler aux auditeurs que vous pouvez poser vos questions dans le chat puisqu'on aura un temps consacré aux questions à la fin. Et on va retrouver le père Yann. L'expérience de la Kumbh Mela, c'est le plus noble, et je crois la foi des simples.
et aussi le pire, la récupération politique, les discours de haine. Mais c'est cette même ambiguïté, c'est cette même mélange du plus sacré et du plus venimeux qui nous habite aussi chacun. Et que ce mythe de la Kumbh-Mela est très fort. Et donc, comme les chrétiens, on pourrait être considérés comme des hystériques à adorer un morceau de pain dans lequel ils voient la présence du Christ ressuscité, ou comme le pèlerinage à la Mecque pourrait être vu comme une espèce d'hallucination collective. C'est la foi. Et c'est la foi à l'état pur. Et c'est pour ça que la Kumbh-Mela ne peut pas être étudiée uniquement d'un point de vue politique. Ce serait voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Il faut simplement consentir de plonger dans une foi, et dans une foi qui est extrêmement déroutante, surtout pour un occidental qui vit dans un milieu religieux très minimaliste. Là, on est dans tout l'excès de l'Inde. Bel extrait du père Yann Vagneux. Isée, Raphaël et Com, est-ce que vous pourriez nous donner en quelques phrases ce qu'on doit retenir de cette Kumbh Mela? Isée. Moi, j'ai envie de dire que dans la Kumbh Mela, et je crois que c'est ressorti un peu de nos discours, il y a tout, de tout. Et, et chacun peut y trouver ce pourquoi il est venu. Voilà. Pour une Inde contemporaine, pour une Inde qui est fidèle à ses traditions, pour une Inde qui a une identité forte à travers une religion qui est l'hindouisme, pour une Inde où la vie communautaire continue d'exister, pour une Inde qui est le pays des gourous. Je veux dire qu'il y a toute une diversité de motivations qui concourt à faire de ce pèlerinage un événement qui est quand même pas pan-indien, enfin qui concerne toute l'Inde, même si bon nombre d'Indiens n'y participent pas. Mais c'est vraiment une vitrine d'une Inde plurielle. Et oui, qui tient à la fois de la modernité et des traditions, ça c'est certain. Com, allez-y. Ah bah oui, alors bah, c'est vrai que ça a été dit par le père aussi, que c'est un événement et une expérience qui nous dépasse, et que l'aborder par une de ces dimensions, même la dimension politique que moi j'aborde plus par mon travail, on est loin d'épuiser le sujet. Évidemment, c'est un grand show de force, une grande démonstration de force de l'hindouisme en tant que culture et en tant que religion, avec toutes ses beautés et toutes ses contradictions. Et c'est à l'image de la société indienne, à la fois très, très superstitieuse et en même temps très poétique, à la fois des foules géantes, mais en même temps une société très inégalitaire. Donc c'est, en tout cas, c'est un témoignage unique sur l'Inde. Et puis voilà, évidemment, c'est aussi un affichage politique pour le pouvoir en place, à la fois celui voilà, d'une Inde ancrée dans son passé et son futur, une Inde techno-spirituelle, comme je disais. Et puis aussi une démonstration de force pour le Premier ministre. Cela devait être le plus grand rassemblement de l'histoire de l'humanité. C'est ce qui est répété depuis des mois et qui sera sans doute répété des mois après. Et la réalité de tout cela importe finalement peu sur le plan du discours politique et de l'image qui est véhiculée par les politiques lors de ce festival. Pour moi, la Kumbh Mela, je trouve elle représente ou elle incarne quelque chose qui est unique à ce qu'on appelle l'hindouisme, c'est-à-dire la capacité de rassembler une diversité de voies religieuses, de pratiques religieuses, de pensées religieuses, de cultures différentes ensemble. Et une acceptation de cette diversité qui peut paraître comme une forme de tolérance exceptionnelle, et c'est très émouvant quand on voit ça, quand on le vit, quand on voit tous ces gens ensemble qui, encore une fois, ne parlent pas forcément les mêmes langues, n'ont pas les mêmes dieux, n'ont pas du tout les mêmes pratiques, etc.
ni les mêmes milieux sociaux et ni les mêmes castes, etc. Et en même temps, ce qui m'a frappé, c'est à quel point aujourd'hui le discours d'intolérance à l'égard de ceux qui n'appartiennent pas à cette communauté pourtant si diverse, eh bien à quel point ce discours-là est prégnant, même parmi des gens très éduqués. Intolérance, évidemment, envers d'autres communautés religieuses que sont principalement les musulmans, mais également les chrétiens. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux questions, on vous propose une petite séquence de photos qui vont être projetées à l'écran. Donc, on remercie pour la mise à disposition de ces photos le père Yann Vagneux, Côme Bastin et Serge Bouvet. बुजुर्ग हैं उनको चोट लग जाएगी आप कहीं पे बैठे धक्का मुक्की लगा अभी रुके रहे अभी रुके De superbes images pour illustrer tout ce qui a été dit ce soir. On va maintenant passer aux questions. Une première question qui, je pense, s'adresse en priorité à Raphaël, mais Isée et Côme, vous rebondirez si vous le souhaitez. Pouvez-vous parler davantage des sadhvis? On montre continuellement la procession des sadhus, mais jamais des ascètes femmes. Qu'en est-il des relations entre ces deux ordres? Effectivement, tous les akaras n'acceptent pas, non pas en leur sein de sélection féminine, mais un certain nombre d'entre eux en ont. Ce qu'on sait de ces femmes, c'est que certaines sont venues dans leur jeune âge, mais il y a aussi beaucoup de veuves en fait qui deviennent des ascètes féminines. Une petite particularité aussi peut-être importante, c'est que il y a depuis quelques années, il y a également aussi un akara de transgenre et qui est étudié par une collègue en ce moment, Daniela Bevilacqua, et qui aujourd'hui est officiellement à la Kumbh Mela. Donc il y a une présence quand même hein, à la fois de femmes et également de transgenres. Et puis il y a aussi, comme le disait Com tout à l'heure, il y a des ascètes femmes qui peuvent être hors peut-être d'une organisation classique ou traditionnelle et qui peuvent être présentes aussi sur le Kumbh Mela. Et je précise qu'il y avait la question était plus complète puisqu'il y avait aussi la question de quid des pèlerins entre le nombre de pèlerins hommes, femmes. Est-ce que là aussi il y a un genre qui est plus représenté? Moi, C'est difficile. Ouais, je trouve que c'est difficile d'y répondre. Peut-être comme tu as des informations plus précises, sinon je peux rebondir sur quelque chose. non, j'ai absolument pas Hmm. d'informations. Il m'a juste semblé que c'était un événement auquel on venait en famille Hmm. et que donc, alors au niveau des saints, évidemment beaucoup plus d'hommes. Au niveau du public qui vient, il m'a semblé que c'était vraiment très mixte. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors qu'effectivement, traditionnellement, les femmes ont un rôle clé en fait dans un très grand nombre de rituels de l'hindouisme, notamment dans des vœux, etc. Là, dans la mesure où il faut quand même se déplacer, souvent depuis loin, pardon, eh bien les gens viennent plutôt en groupe. Et à ma connaissance, et on n'a pas encore de recherche sur une sociologie parfaite du Kumbh Mela, parce que c'est très difficile, il faudrait vraiment beaucoup de monde pour le faire, ni donc sur la répartition en genre, ni sur la
réputation en caste, par exemple, qui pourrait être très intéressante ou en région. Oui, ça correspond à ce qui est admis et ce qui n'est pas admis dans l'hindouisme classique pour les femmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de femmes qui se déplacent, qui sont sur un événement comme celui-ci, mais elles seront nombreuses dans un cadre familial. En dehors du cadre familial, les femmes renonçantes, il n'y en a pas beaucoup, comme tu disais, Raphaël. Et surtout si elles sont toutes seules, si ce sont des femmes ascètes qui n'appartiennent à aucun ordre, elles sont très peu nombreuses parce que leur situation est très périlleuse. Enfin, une femme toute seule qui mendie, donc qui est à la merci de ce qu'on lui donne, ça c'est très difficile à vivre partout, mais en Inde c'est particulièrement... Et il y a quelque chose qui a toujours été considéré par les textes anciens, savants, comme transgressif. Bon, alors après, ces textes anciens savants, ils sont, on dirait aujourd'hui, c'est un qualificatif un peu trop moderne pour eux, mais on pourrait dire qu'ils ont toujours été misogynes d'une certaine manière. Enfin, ils sont issus d'une société patriarcale. Alors c'est vrai que la réalité était un peu différente, mais n'empêche que des femmes ascètes, ça reste très difficile pour elles et elles sont minoritaires, bien sûr. Mm. Merci. Il y a d'autres questions par rapport à l'organisation logistique, hébergement, transport, toilettes publiques. Voilà, comment c'est organisé. Et du coup, pour moi, dans mon esprit aussi, il y a presque le parallèle avec la question de l'écologie dans cette organisation. Si vous aviez euh, voilà, des précisions. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc, on se demande comment font ces gens euh, pour manger, boire. Voilà. Ah, je ne sais pas si comme tu veux répondre ou je réponds. Vas-y. Ben, je pense que même en y allant, on ne connaît pas les détails de toute cette organisation. Le gouvernement a dit qu'il avait investi près d'1 milliard d'euros pour refaire des routes, voilà, réparer les ponts temporaires, euh, préparer tout simplement le terrain pour toutes les tentes, etc. On ne sait pas exactement où cet argent est parti, honnêtement. Mais en fait, c'est vrai que voilà, le gouvernement peut communiquer, c'est normal qu'il le fasse, mais c'est pas un festival, on utilise le mot de festival, c'est pas un festival comme on irait évidemment, soit un festival de musique, ni même un événement qui serait organisé par l'Église catholique. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'organisateur principal de la Kumbh Mela. Évidemment que le gouvernement indien a lancé un site web pour essayer d'aider sur les réservations de tentes ou d'hôtels. Mais chacun fait un petit peu sa part. Le gouvernement est une toute petite part de l'organisation de la Kumbh Mela. Il me semble que c'est une addition d'abord de congrégations hindoues qui viennent, qui achètent sûrement un espace, ou en tout cas qui en négocient un pour rester là et qui construisent ces camps, qui rajoutent des tentes pour héberger les dévots et les pèlerins, des tout petits entrepreneurs comme on voit partout en Inde qui viennent pour tenir une petite librairie où on va vendre les livres sacrés, pour tenir un petit stand de thé, un stand de nourriture. Et donc, c'est cette addition, je veux dire, entre, on va dire, le gouvernement qui a installé des toilettes, des vestiaires, qui a construit des routes, toutes les congrégations religieuses qui construisent tous ces camps qui sont l'essentiel du décor de la Kumbh Mela, et puis tous ces petits entrepreneurs spirituels ou alimentaires qui viennent tenir des petits stands, il me semble. Mais alors après, comment est-ce que toute cette mayonnaise prend? Ça reste un mystère. Le père. Non, il y a quand même, si je peux me permettre, il y a effectivement quand même une organisation très claire au niveau des akaras, hein, qui sont chargés effectivement de l'organisation pour les tentes, etc. Ils sont en fait rassemblés au sein d'une même organisation, en fait. Ils sont chargés d'organiser ça. Après, il y a tout l'aspect effectivement public qui est pris en charge par le gouvernement, les toilettes, etc., dont il manquait en fait beaucoup. Moi j'ai trouvé. Et par contre, on parlait de la nourriture. Et qui se jettent dans le Gange. Hein. Quand on parle d'écologie, Voilà. alors ils en ont installé 70 000, mais ils n'ont pas pensé à le relier à un système d'épuration.
C'est ça, quand on parle de ville éphémère, hein, ça fait plutôt camp de réfugiés hein, quand on va au Kumbh Mela qu'une ville éphémère. Et puis, effectivement, il n'y a pas tout à bien évidemment, il y a plein d'autres choses. Mais juste sur la nourriture, parce que c'est très important, les congrégations organisent également des grands banquets où ils C'est invitent vrai. où tout le monde est gratuit. Et ça, c'est très important, cet échange de nourriture. C'est même au cœur de certaines pratiques de ces congrégations, de ces organisations, puisque c'est certains ascètes qui vont par exemple offrir ce banquet et à la suite de ça, ben, ils vont avoir leur statut rehaussé au sein de la congrégation et devenir des chefs, des sous-chefs, etc. Donc ça, c'est une partie importante de cet échange de nourriture au sein du Kumbh Mela. Et puis, il y a quelques grosses organisations aussi de ces fameux méga gourous qui ont construit également, souvent d'ailleurs un peu de l'autre côté du Gange, leur propre camp un peu plus VIP. Et les grands groupes comme Adani. Et Oui, ce que tu disais de la et Taj. nourriture, ce que tu disais de la nourriture, c'est essentiel parce que la Mm, nourriture est le vecteur d'une relation. Et donc, la circulation de la nourriture, c'est la possibilité de se relier à d'autres ou bien de s'en distinguer dans d'autres cas, dans des cas où il y a des distinctions de caste très importantes. Voilà, mais la nourriture a une dimension symbolique très forte. Mm. mm. Et après, pour les transports, bah, il y a évidemment les transports publics, comme l'a signalé tout à l'heure, hein, qu'ils ont quand même multiplié les trains, les bus, etc. Et en plus, il y a tout un tas de services de compagnies privées qui offraient des tours éventuellement pour des groupes. Mm. Une autre question, vous y avez répondu en partie. Est-ce que les groupes d'ascètes, en dehors de leurs enseignements, travaillent sur des sujets sociétaux et peuvent avoir des liens, de l'influence avec l'organisation politique actuelle du pays? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, peut-être, Raphaël? Ah bah oui, totalement. Ça fait depuis la fin du 19e siècle, effectivement, où la critique des assets qui seraient retirés du monde et inutiles à la société a été retournée en faisant du bon renonçant, un renonçant qui serait utile à la société. Et donc, on a beaucoup de groupes qui, effectivement, ont fondé des entreprises de charité, que ce soit au travers de l'éducation, la fondation d'écoles, etc., ou bien de la fondation d'hôpitaux ou bien en fournissant de la nourriture gratuite, ou bien en intervenant quelquefois lors de tremblements de terre ou je sais de, de catastrophes naturelles. Donc oui, il y a cette dimension-là dans beaucoup d'organisations, pas moins dans les grandes organisations traditionnelles, mais c'est quand même présent dans certains. Et puis il y a également là, par contre, une influence très directe de ces gens sur le politique. Tout à l'heure, comme signalait la présence de ce portrait de Yogi Adityanath à côté du Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, placardé partout dans le Kumbh Mela, absolument partout, vraiment, c'est fou. Et bien lui, c'est un chef d'un monastère particulier, membre d'un ordre particulier qui sont les Nath Yogis, et donc lui, il est à la fois ascète et homme politique. Et on sait par ailleurs qu'une autre mode d'influence du politique, c'est qu'il y a un certain nombre de gourous qui ont des interactions directes avec Narendra Modi et qui le conseillent, avec qui il est en relation très proche et qui l'aide. Ça, c'est certain. Donc oui, il y a une interaction, il y a un rôle politique de ces assets qui passe aussi, comme tout à l'heure l'exprimait aussi, comme par cet idéal au fond d'une Inde future, d'un futur royaume hindou. En fait, c'est ça l'idée, c'est à la fois ce fameux royaume hindou vers lequel il faudrait revenir eh bien, ces ascètes, eh bien, ils colportent cette idée, la transmettent au travers de leur prêche, au fond. Donc oui, ils ont un rôle plus large dans le politique. Merci. Je continue avec les questions de nos auditeurs. Une question qui est plus ouverte aussi par rapport aux minorités, à la minorité musulmane. Et voilà, est-ce que vous auriez un mot à dire sur comment la communauté musulmane perçoit ce pèlerinage, ce Kumbh Mela, et quelles sont les implications politiques nationales pour cette communauté en Inde? Alors, ça nous ouvrirait peut-être vers un autre sujet, mais en même temps, c'est intéressant puisqu'on en a parlé aussi des minorités. Voilà. Ouais. Euh, alors, il m'a pas
il y a eu quelques polémiques avant l'ouverture de la Kumbh Mela, notamment certains moines radicaux qui ont vraiment insisté pour que les musulmans soient exclus de la Kumbh Mela, ce qu'ils ont obtenu, il me semble, mais qui n'a pas non plus énormément choqué la communauté musulmane, dans la mesure où de toute façon, elle ne se rend pas à ce festival qui est hindou. Mais ceci étant, ils ont quand même été empêchés, il me semble, de tenir des stands de nourriture ou par exemple de faire les navettes, de conduire des rickshaws, ce qui avait pu être le cas dans d'autres Kumbh Mela. Donc à ce niveau-là, ça a montré ce raidissement envers les musulmans qui parcourent le pays, même si ça n'a pas créé un scandale national. Et puis il faut dire qu'aussi aujourd'hui, les musulmans en Inde, à moins d'avoir une très 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 bonne raison, ils restent silencieux, hein, parce qu'on ne leur donne pas beaucoup la parole ni l'occasion de se plaindre. Ce qui m'a frappé, c'est qu'en dehors, en dépit du fait qu'on est dans un festival hindou et que de toute façon, les moines radicaux ont vraiment exprimé très clairement que n'importe quel musulman qui mettrait le pied serait mal reçu. Malgré ça, on entend quand même en parlant avec des sadhus, avec des moines, des discours très violents, hein. Donc d'un côté, toutes les théories complotistes des nationalistes hindous contre les musulmans, voilà, qu'on ne peut pas les laisser préparer de la nourriture à la Kumbh Mela parce qu'ils urineraient, qu'ils cracheraient, qu'ils empoisonneraient la nourriture des hindous. Et puis des théories, voilà, qu'on appellerait nous en France de grands remplacements, hein, comme quoi les musulmans se reproduiraient beaucoup plus vite que les hindous et auraient un projet, donc des minorités, de remplacer la majorité hindoue dans le pays par une colonisation de peuplement. Voilà, des théories qui sont évidemment pas du tout prouvées, mais qui circulent beaucoup dans les groupes. Et puis, on l'a abordé un peu, aussi cette revendication politique qui est liée à Ayodhya, qui est pas loin, qui est donc cette idée que les musulmans auraient construit leur mosquée sur le lieu de naissance des dieux hindous, sur les temples hindous, et donc qu'après la destruction de la mosquée d'Ayodhya, qui a été remplacée par le temple du dieu Ram, que maintenant on réclame la destruction d'autres mosquées, qui seraient celle-ci, une à Varanasi, qui serait sur le lieu de naissance de Shiva, une autre dans la ville de Mathura, qui est pas loin non plus, qui serait sur le lieu de naissance de Krishna, il me semble. Et donc, on en veut plus maintenant. Après la destruction de la mosquée d'Ayodhya, on veut détruire les autres mosquées. Et donc, voilà, cette image d'un hindouisme très conquérant, très agressif et très revanchard envers les musulmans était clairement là. Sur la question spécifique de la réaction des musulmans, il n'y en a pas eu, en tout cas pas que je sache. Merci. Peut-être une question un peu différente, c'est quelle est la place du yoga sur cet événement de la Kumbh Mela? Je cherche la question pour être plus précise. Est-ce que la Kumbh Mela est l'occasion de valoriser le yoga par des démonstrations, par exemple, sorte de forum sur lequel se retrouvent des écoles? Une question pour Raphaël. Ah, Oui, moi, effectivement, mais Isée, je te laisserai compléter. Mais c'est une question importante. Il y a deux choses. Il y a d'une part que les ascètes, depuis un certain temps, jouent sur la popularité du yoga type physique asana en se le réappropriant, puisque c'est pas nécessairement leur principale pratique, loin de là, ascétique. Et donc, on va voir dans certaines tentes, etc., des hatha yogis qui vont faire des démonstrations et qui vont ainsi pouvoir attirer auprès d'eux un certain public. Ça, c'est une chose. Et une autre chose, et qui est très intéressante, c'est comme on sait, l'histoire du yoga au XXe siècle en Inde, elle s'est faite de manière tout à fait autonome de ces congrégations religieuses. Les grandes écoles de yoga, elles se sont construites presque, j'utilise un terme qui est peut-être un peu excessif, dans une forme de sécularisation du yoga, dans lequel on pouvait enseigner le yoga indépendamment d'une initiation au sein d'une organisation euh, religieuse particulière. Voilà. La relation dans le yoga, ce yoga moderne, n'est pas la relation entre un maître et un disciple, mais plutôt, elle est sur le modèle de l'enseignant et de l'élève. Ce qui se passe depuis 2014 est très intéressant en Inde, c'est que ces différentes écoles de yoga
qu'on prenne, je sais pas, le Keivaliadam, par exemple, que l'on prenne toute l'école de Krishnamacharya, que l'on prenne l'école d'Iyengar, etc., qui sont un peu les grandes écoles connues, mais il y en a d'autres, eh bien, elles ont été poussées à se rassembler alors qu'elles parlaient quasiment très peu jusque-là, parce qu'elles s'organisaient sur des principes assez différents, en proposant des yogas assez différents, et donc étaient dans une forme de rapport concurrentiel. Eh bien, elles ont été poussées à se rassembler pour essayer de créer au fond un nouveau métier qui serait le métier d'enseignant de yoga en Inde, qui n'existe pas jusqu'à présent. Voilà. Et donc d'avoir un tronc commun qui serait qu'elles partageraient toutes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ils essayent maintenant, et ils avaient un camp, cette organisation, au Kumbh Mela cette année. Et donc, ils s'associent au Kumbh Mela, ce qui est tout à fait nouveau. Je pense pas qu'aucun des grands gourous du yoga moderne ne soit jamais allé à un Kumbh Mela. Et donc, en fait, là, on a une forme, si vous voulez, qui est au fond très contemporaine. C'est quel est le public de ce yoga? C'est en grande partie quand même une classe moyenne éduquée. Et cette classe moyenne éduquée, aujourd'hui, elle est principalement hindoue et nationaliste hindoue. Et donc là, on a une association des deux. Mais ce qu'on voit à l'œuvre, ce que j'ai pu voir, c'est qu'au fond, ils sont présents sur le Kumbh Mela, mais en réalité, n'ont pas de rapport direct avec les grandes organisations monastiques traditionnelles, les sectes, très clairement. Mais ils y sont quand même, ce qui est nouveau. Ils organisent des voyages là-bas. Voilà. Mhm. Mhm. Ils Peut-être. s'adressent aussi aux Occidentaux qui sont sur place, qui viennent. Mais finalement, très peu. De ce que j'ai vu, c'était surtout des enseignants indiens. Mhm. Absolument. Les Occidentaux, ceux que j'ai pu voir, étaient plutôt dans des gourous, dans des ashrams, disons, de ces méga gourous, que ce soit, je sais pas, l'ashram de Parmat Niketan, par exemple, donc il y a énormément d'Occidentaux. Euh, voilà. Il y a une question sur la vision justement de l'Inde à l'international, voilà, et je vous la donne dans son intégralité. Malgré les nombreux détails, analyses apportées et la justesse du caractère rassembleur, n'y a-t-il pas un risque pour certains publics de voir plus que jamais confirmer les clichés entre guillemets exotiques de l'Inde qui persistent toujours? Qui prend la Mhm. balle? Euh, les clichés sont inévitables parce que la représentation de l'autre, elle passe toujours par des clichés, nécessairement. Donc, je pense que ça disparaîtra difficilement. Bon, après, justement, la présence de tous ces assets, le fait aussi que, comme je le disais au début, les références sont plutôt, les références de ce grand pèlerinage sont plutôt ésotériques pour des Occidentaux. Tout ça joue et il y a une espèce de d'aura d'exotisme qui est là nécessairement et qui participe d'une certaine séduction ou fascination pour cela. Ça, c'est sûr. Frappé aussi, ils expriment ce spectacle qu'on met beaucoup en valeur et qui, eux, jouent beaucoup là-dessus. C'est un spectacle, hein, ils se mettent en spectacle. Leur but, c'est qu'il y a une espèce de sensation de stupéfaction des laïcs. Ça fait partie vraiment de leur jeu, hein. D'ailleurs, certains sont payés pour ça. Il y en a quelques-uns qu'on appelle avant pour augmenter le nombre de nagas et puis qu'on déshabille et puis qu'on remplit de cendres et puis qui jouent à ça. Donc ça, c'est une chose. Mais en même temps, l'idée que évidemment tout ça se baserait sur une science en fait qui n'est pas encore totalement prouvée, mais c'est vraiment scientifique. Et cette année, ça a été assez frappant. Les journaux, par exemple, ont énormément relayé des portraits d'ascètes extrêmement éduqués. Notamment, par exemple, il y avait un IIT Baba, donc quelqu'un qui avait fait l'IIT, c'est l'Institut supérieur de technologie, si vous voulez, qui est un des instituts scientifiques les plus prestigieux en Inde et qui a d'ailleurs les journalistes sont allés chercher combien il avait eu de grades et ça, qui parle parfaitement anglais et qui est pourtant un asset aujourd'hui. Et ils sont allés chercher tout un tas de portraits comme ça pour montrer qu'au fond, ces images exotiques, exubérantes de ces sadhus, etc., en même temps pouvaient correspondre à une démarche
aussi de gens tout à fait rationnels, tout à fait éduqués, et ça m'a particulièrement frappé. Voilà. Ou l'idée évidemment de la pureté du Gange, hein, qui va être prouvée scientifiquement. Et ça, il y a ce discours, et c'est pour ça que l'expression d'un techno-spirituel fonctionne bien pour mettre en parallèle ces deux dimensions exotiques, mais en même temps, en fait, c'est pas exotique, en fait, c'est la science, mais la science n'a pas encore pleinement prouvé tout ça. Je pense qu'il y a eu une tension très rapidement qu'on ressent dans ce festival. Voilà, comme j'ai dit, il y a une volonté de rompre avec les clichés, que ce soit vrai ou pas, d'en faire le festival le mieux organisé sur le plan logistique, le plus propre, etc. Et puis aussi d'en faire un événement à portée mondiale qui va peut-être, à défaut d'au-delà des hindous, en tout cas au-delà des Indiens, et qui correspond à l'idée de Narendra Modi, qui est celle de faire de l'Inde le centre mondial du tourisme spirituel, c'est-à-dire un pays où on se rendrait pas forcément parce qu'on est directement hindou, mais pas parce qu'on se sent spirituel et qu'on a envie d'y faire des expériences. Ça peut aller de la Kumbh Mela, de la visite du temple de Ram, ou évidemment de la ville sainte de Varanasi, qui est pas loin, et dont Narendra Modi a complètement rénové les Ghats, donc ces escaliers qui plongent dans le Gange sacré, à grands frais. Donc il y a vraiment cette volonté-là. Mais en même temps, il ne peut pas nier non plus que les nationalistes hindous entretiennent les franges les plus peut-être dures, conservatrices, parfois très bigotes de l'hindouisme, ce qui en retour peut renforcer sans doute certains des clichés que les Occidentaux ou le reste du monde a sur l'Inde. Donc je pense que dans le projet du nationalisme hindou en lui-même, il y a une volonté de sortir des clichés sur l'hindouisme et en même temps, malgré soi, on les renforce aussi dans une certaine mesure. Peut-être pour rester dans les clichés, il y a une question. L'usage du cannabis est-il autorisé uniquement pendant la Kumbh Mela ou à titre permanent? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Il est normalement interdit, mais il est toléré pour les ascètes. Ouais. Les ascètes l'utilisent beaucoup, pas seulement au moment de la Kumbh Mela ou au moment d'un festival quelconque ou d'une réunion quelconque. Mm. Oui, il est vraiment au centre, effectivement, de leur ascèse, de certains ascètes, mais beaucoup dans ces ordres traditionnels. Ah oui, pas tous, mais Bien. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce soir. Yves Tardant Masquelier, Raphaël Voix comme Bastin, merci beaucoup. Mm. Oui, merci à vous et merci aux auditeurs. C'est toujours cette ambivalence, ce binôme, c'est-à-dire sans le public, tout ça ne peut pas exister. Et si vous voulez suivre bah voilà, tout ce qui se passe sur Forum France 1, n'hésitez pas à vous inscrire sur les réseaux, sur la newsletter, car voilà, plus nous sommes nombreux, plus on peut continuer à promouvoir ces réalités différentes de l'Inde au regard de tourner vers la France et l'international. Merci et à très bientôt. Merci à vous. bonsoir. Merci de nous Bonne avoir. soirée.